Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette séance sur finance innovation et sur l'intelligence artificielle. Donc, on a un petit focus du côté des fintech et du secteur financier. Je m'appelle Nicolas Ferreira, je suis directeur général adjoint du pôle de compétitivité finance innovation. Est-ce que, petite question rapide, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui connaissent finance innovation? Je vous fais une présentation. Donc, finance innovation est le pôle de compétitivité dédié à l'innovation dans le secteur financier. Donc nous sommes un cluster, en fait une association, la 1901, dont l'objectif est de rassembler l'ensemble des acteurs de l'écosystème financier autour des enjeux d'innovation. On fait partie de la politique publique des pôles de compétitivité, qui est une politique qui a été lancée dans les années 2000, donc nous on a été créé en 2007. Je dirais peut-être même une des rares politiques qui dure depuis aussi longtemps, donc qui marche bien et qui comprend une cinquantaine de clusters comme Finance Innovation, mais dans tout secteur d'activité. Donc vous avez des pôles dans la santé, les biotech, l'agriculture, l'automobile, etc. Et ces politiques-là, elles sont aussi reliées aux compétences territoriales. Donc typiquement, par exemple, sur l'aéronautique, vous avez un pôle à Paris et un pôle à Toulouse. Donc nous, en tant qu'association, notre rôle, c'est de faire en sorte que les acteurs de l'écosystème financier puissent se rencontrer entre eux, rencontrer aussi les startups, tous les fournisseurs de solutions innovantes également qui vont contribuer finalement à la transformation et à la digitalisation du secteur. Donc nous avons environ 600 membres, dont une centaine de grands groupes, donc corporate, compagnies d'investissement, compagnies d'assurance, banques, etc. Environ 400, 450 fintech, insurtech, regtech, toutes les startups qui vont adresser le secteur financier, et aussi un certain nombre d'académiques, d'institutionnels. Et donc on est très heureux aujourd'hui de participer à ce panel. Outscale est membre bien sûr de Finance Innovation, donc merci aussi pour l'opportunité de pouvoir présenter notre écosystème. Donc Finance Innovation adresse l'écosystème sous 7 filières. Des filières dans la finance traditionnelle, donc la banque, l'assurance, la gestion d'actifs, mais aussi un certain nombre de filières aussi plus transverses, donc toute la partie finance durable et solidaire, qui concerne évidemment le secteur financier au sens large, toute la partie immobilier, smart city, donc investissement, gestion des risques, etc. Nous avons une filière qu'on appelle gestion et finance d'entreprise, qui est essentiellement la digitalisation des DAF, donc les directions financières des entreprises. Et donc là, c'est tout secteur de l'économie. Et le dernier né des filières de finance innovation, qui concerne la finance décentralisée Web3. Et là, on va se concentrer sur toutes ces technologies autour de la blockchain notamment, donc les cryptoactifs, mais aussi la tokenisation, tout ce qui gravite autour de ces technologies. On a 3 piliers, on va dire, dans notre activité. Le premier, c'est encourager le développement et la croissance des startups. Donc vraiment accompagner les fintechs. Et quand je dis fintech, c'est toutes les startups qui vont adresser le secteur financier dans leur croissance. Donc c'est-à-dire les aider à trouver des fonds, donc rencontrer des fonds d'investissement quand c'est nécessaire, les aider à trouver des partenaires. Donc il y a beaucoup de partenariats technologiques entre les startups du secteur financier elles-mêmes, mais aussi entre startups et éditeurs de solutions, donc des grands éditeurs qui vont être intégrateurs des solutions proposées par des startups. Et évidemment, on va aussi aider les startups à rencontrer leurs futurs clients, les acteurs de l'écosystème financier, donc vous essentiellement. Donc n'hésitez pas à venir chez Finance Innovation si vous souhaitez rencontrer les solutions innovantes qui vont contribuer à votre digitalisation. On a aussi un focus sur les scale-up, et donc on va pouvoir en parler tout à l'heure avec notamment le FinTech 100. Et l'idée, c'est d'accompagner les plus grosses startups, de les aider dans leur croissance et de faire en sorte qu'on puisse aussi créer des champions français de la FinTech et de l'InsurTech, qui sont en fait des catalyseurs de transformation et de digitalisation de l'écosystème financier. Le deuxième pilier, ça sera la transformation digitale de l'écosystème financier. Donc là, c'est de l'animation, des groupes de travail, des clubs, etc., qui sont dédiés aux membres du pôle de compétitivité, et de l'événementiel. Donc on fait, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler, mais on organise le Bank Tech Day,
qui a eu lieu le 30 avril à l'Opéra. On organise l'Insure Day, qui est l'événement dédié à l'innovation dans l'assurance. L'Investment Day sur la partie gestion d'actifs. Et c'est Vincent qui est juste là, qui pilote cet événement. Nous organisons aussi des événements qui sont plus transverses, donc typiquement le RegTech Day. Et donc là, on est sur la compliance et toutes les solutions qui vont adresser le KYC, qui vont adresser la lutte contre la fraude, aussi l'audit interne et tous les outils qui permettent de la transformation des fonctions de contrôle dans les institutions financières. Et c'est un enjeu, on va dire, c'est une aussi des tendances phares aujourd'hui, c'est la montée en puissance des RegTech. Alors évidemment, toute la réglementation, vous connaissez, elle va très très vite et elle s'empile. Et donc les outils proposés par ces RegTech sont justement des facilitateurs et des accélérateurs pour être conformes à cette nouvelle réglementation. Et aussi un événement qui s'appelle le Cyber Day sur la partie cybersécurité. Donc là c'est pareil, il y avait peut-être certains d'entre vous qui étaient là quand on parlait de DORA. Bon voilà, c'est des sujets évidemment que l'on adresse chez Finance Innovation. Et le troisième pilier, c'est la partie R&D. Donc on est organisateur de consortiums dédiés à bénéficier de financements publics autour des projets de recherche et développement. Donc Vincent aussi pilote une partie de ces activités-là, avec à la fois l'accompagnement pour la création de consortiums entre différentes entités, donc des startups, grands groupes académiques, qui se mettent tous ensemble pour répondre à des appels à projets publics. Alors ça peut être soit des appels à projets français, donc on pense à tous les grands dispositifs de financement, France 2030, etc., qui existent, mais aussi des projets européens. Donc Finance Innovation est connecté à des clusters et des partenaires partout en Europe, justement pour pouvoir créer des collaborations entre pays européens. Pour vous donner un exemple, nous avons un projet qui s'appelle le projet FINE, donc, qui est un projet dédié à la création d'un réseau d'investisseurs européens, et donc qui permet finalement aux investisseurs d'autres pays d'avoir une visibilité sur les innovations et les startups partout en Europe. Donc plutôt qu'un investisseur qui a une connaissance un peu limitée en France, si vous regardez à Chypre ou en Espagne, ce type de projet le permet. Mais on a aussi des projets sur la durabilité, etc. Donc ça, c'est vraiment les trois piliers de Finance Innovation, notre écosystème. Là, vous avez quelques exemples de membres. Donc, nous avons les grandes banques qui sont présentes, des compagnies de gestion d'actifs, des compagnies d'assurance et bien sûr beaucoup de fintech. Finance Innovation, c'est 750 projets labellisés depuis sa création. Donc il y a des fortes chances que vous ayez déjà croisé certaines des fintech et startups accompagnées par le pôle. Le label Finance Innovation, c'est un processus d'instruction et d'accompagnement de la startup pour qu'à la fin, elle bénéficie d'un soutien en termes de visibilité, en termes de crédibilité de la part de Finance Innovation. Et c'est un facilitateur de développement, évidemment, pour les startups. On ne fait pas le boulot à leur place, quand ils sont bons et qu'ils savent se développer, évidemment, ils cartonnent. Mais c'est toujours une reconnaissance, quelque part, des acteurs de l'écosystème. Donc, on voulait faire un focus sur le FinTech 100. Donc, le FinTech 100, c'est le palmarès FinTech 100. C'est une étude que l'on a publiée très récemment. Et dont l'objectif est tout d'abord de mesurer, finalement, l'écosystème FinTech français, les performances économiques des fintech et des insurtech, et de contribuer finalement au rayonnement de notre écosystème, notamment à l'international. On va évaluer l'activité des fintech, on va les classer. Alors il y a évidemment un côté un peu ludique et ça dépend bien sûr de tous les critères. À chaque classement va être un peu différent, mais on a essayé en tout cas de mettre en place des critères le plus objectifs possible. Ça crée aussi une dynamique de place quelque part, puisque évidemment les startups elles aiment aussi être visibles là-dessus et se projeter sur les grands enjeux d'innovation pour l'écosystème fintech en France, avec à chaque fois des identifications de tendances clés dont évidemment l'IA en fait partie. C'est environ 200 fintech qui sont interrogés, 160 qui ont répondu.
et qui ont partagé aussi beaucoup de données. Donc on les remercie évidemment d'avoir joué le jeu. C'est un panel assez large de FinTech françaises et ça donne un panel d'ensemble très, très intéressant. Donc pour vous donner quelques critères, donc, on regarde notamment le chiffre d'affaires des FinTech, on regarde la croissance de chiffre d'affaires, année N-1 jusqu'à année N, les effectifs en ETP, le capital investi dans les levées de fonds et l'efficacité du capital, donc le chiffre d'affaires divisé par le capital investi. Aujourd'hui, ce qu'on constate dans l'écosystème FinTech en 2024, donc c'est l'étude qu'on vient de sortir, c'est sur l'année 2024, c'est qu'on a un écosystème FinTech qui s'est vraiment consolidé. On a connu en 2022 une forte baisse des investissements dans les FinTech. Autant en 2020, 2021, c'était un peu la période de l'argent facile, entre guillemets, pour les FinTech. C'est un écosystème qui a connu un très très fort développement et donc ça a permis aussi l'émergence de très très belles startups. En 2022, on a eu un très très gros ralentissement et ce mouvement-là, finalement, il a poussé à une consolidation de l'écosystème. Ça veut dire finalement moins de levée de fonds, donc un peu moins flashy. Par contre, des startups qui se sont consolidées, qui ont grandi, qui se sont appuyées beaucoup plus sur leur chiffre d'affaires, qui se sont employés à trouver des clients et donc à éprouver leur business model. Et c'est un mouvement qui a lieu en parallèle finalement de la maturité aussi de l'écosystème financier, puisqu'évidemment une fintech, si elle peut se développer, c'est que parce qu'en face, leurs clients, se sont développés, ils ont atteint une certaine maturité, et leurs clients, ce sont les banques, les compagnies d'assurance, les compagnies de gestion d'actifs. Donc il y a une évolution, on va dire, groupée, où on sent que les institutions financières, elles ont une meilleure capacité à intégrer et à industrialiser les solutions proposées par les fintech. On n'est pas encore dans l'industrialisation massive, mais il y a un vrai mouvement de consolidation et c'est très très important, c'est très rassurant aussi. Donc même s'il y a un peu moins de levée de fonds ou de très grosses levées de fonds, on a quand même un écosystème qui est mature, qui est résilient et qui est consolidé. C'est une bonne nouvelle et c'est ce qu'on constate chez Finance Innovation avec cette évolution aussi du côté des corporates. Alors, hop. Donc quelques chiffres clés pour les fintech, donc environ 40% perçoivent la disponibilité des financements comme un défi majeur encore aujourd'hui. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est compliqué d'aller trouver des fonds, mais ça pousse à la consolidation et à la résilience des startups. On a quand même 46% des fintech qui envisagent une opération de croissance externe. C'est-à-dire que non seulement elles se sont consolidées, ces startups, mais de plus en plus, elles vont aller acquérir d'autres solutions, soit des concurrents ou soit des solutions qui sont vraiment complémentaires, avec un objectif finalement de faire grandir leur chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'une fintech qui va adresser un tout petit bout de la chaîne de valeur d'une compagnie d'assurance ou d'une banque, elle va avoir beaucoup de difficultés à pénétrer le client, puisque forcément, les banques compagnies d'assurance, ils sont assaillis un peu de ce type de solution innovante. Alors que quand la solution, elle va adresser des chaînes de valeur plus importantes, les projets sont plus gros, mais par contre, on va résoudre plus de problèmes à la fois. Et donc ça, c'est un mouvement aussi que l'on a constaté. Et comme les startups, aujourd'hui, elles se sont consolidées, elles ont la capacité d'aller acquérir des solutions complémentaires. 35% voilà, des partenariats avec des startups, donc soit c'est croissance externe, soit c'est des partenariats en interne. Dernier point, 16% seulement n'identifient pas d'impact réel avec l'arrivée de l'IA. Donc ça montre vraiment que l'IA aujourd'hui représente un enjeu clé et les startups, finalement, leur job, c'est d'écouter leurs clients. Et donc quand ils identifient des tendances, c'est un très bon observatoire des tendances aussi de l'écosystème.
Bon, ça c'est le classement. Vous pouvez aller Fintech 100, vous cherchez palmarès Fintech 100 sur Internet, vous allez trouver, il y a toute l'étude qui est disponible. Différents indicateurs, voilà, fonds levés, effectifs, etc. Donc, les secteurs d'activité, donc ça c'est intéressant. On voit qu'il y a vraiment un panel très large de l'écosystème financier qui va être adressé par les acteurs de l'écosystème FinTech. Alors, la SurTech, c'est un très très gros secteur qui s'est beaucoup développé, qui s'est beaucoup consolidé. La banque numérique, bien sûr. L'environnement, impact, ESG, c'est évidemment un très très gros sujet. Et il y a de très beaux acteurs qui se développent et qui se consolident. L'épargne, l'investissement, placement, donc des secteurs qui bénéficient beaucoup de l'intelligence artificielle, puisque quand on parle par exemple d'environnement impact, d'épargne, d'investissement, ce sont des secteurs qui sont très très gourmands en données. Et donc, quand on parle données, on parle IA pour traiter la donnée, pour la rendre comestible entre guillemets et utilisable derrière. On a aussi bien sûr donc, les RegTech dont on parlait tout à l'heure, l'automatisation de processus et donc les services financiers aux entreprises. C'est un secteur aussi intéressant qui permet d'adresser notamment les TPE, PME sous l'angle DAF. Donc les PME qui n'ont pas forcément un DAF dédié, etc., qui ont besoin d'automatiser toute leur gestion financière, gestion comptable. On a de très très belles solutions qui permettent d'adresser ce secteur. Et c'est une tendance assez nouvelle, je dirais de 2-3 ans, où il y a un vrai boom de ces fintechs-là, avec Pennylane, Payfit et Pigment par exemple. Mais vous avez aussi des solutions comme Time, etc. Sur la partie IA, donc on a posé la question à nos fintechs, notamment sur quelle technologie principale s'appuie le développement de leur entreprise. Donc 20% ont répondu l'IA, la data, les interfaces. Data et IA, souvent ça va quand même ensemble. Forcément, quand on parle IA, on ne peut pas faire de l'IA si on n'a pas de la data. Donc c'est de la technologie de nettoyage de la donnée pour ensuite pouvoir la traiter. Donc ça représente quand même une grosse partie des fintechs aujourd'hui qui vont travailler sur ces sujets d'IA et aussi d'IA générative. Les technologies qui ressortent moins, finalement, c'est typiquement la blockchain, le Web3. Ce sont des technologies dont on parle beaucoup, mais qui sont quand même difficilement accessibles, qui demandent aussi, qui ont un impact parfois un peu politique dans l'écosystème. Et donc, c'est des technologies qui ont vraiment du mal à se démocratiser et quelque part à atteindre leur cible, qui est les institutions financières. Sur la partie blockchain, on a, voilà, on a 5%. Donc vous voyez, c'est quand même très petit. Sur la partie cybersécurité aussi, ça commence à se développer, cybersécurité, conformité. Mais clairement, l'IA sort du lot de manière très très nette. Ensuite, on leur a demandé quel était leur usage de l'intelligence artificielle. Et ce qui en ressort aujourd'hui, c'est vraiment le côté efficacité, le côté optimisation opérationnelle et la réduction des coûts. Et on constate finalement que l'IA, ce n'est pas forcément l'outil qui va révolutionner les institutions financières, mais c'est plutôt l'outil qui permet de rationaliser énormément de processus qui sont encore souvent en retard. Donc je pense que vous, dans vos institutions, vous voyez bien qu'il y a encore beaucoup de processus qui sont soit faits manuellement, qui sont faits sur Excel ou sur des outils qui ne sont pas forcément connectables entre eux. Et donc il y a beaucoup de déperdition de données. L'IA, elle va venir vraiment contribuer à rationaliser et à ajouter de l'efficacité opérationnelle. Donc, et c'est une bonne nouvelle puisque ça permet évidemment de faire évoluer la digitalisation grâce notamment à des API et des outils qui sont beaucoup plus connectés. Donc, amélioration des processus internes, optimisation des parcours. Donc là, on est beaucoup sur les parcours clients, on va pouvoir les optimiser.
beaucoup de détection de fraude et gestion des risques. Et donc là, il reste 2 minutes. Ah oui, d'accord, donc j'ai été très très lent. Je suis désolé, donc on va aller un peu plus vite. Mais voilà, la détection de fraude et la gestion des risques, c'est vraiment un outil qui permet de croiser des données et de détecter des fraudes, de la fraude, notamment par exemple de la fraude documentaire, mais de faire de la lutte contre le blanchiment, de faire toute cette partie conformité aussi, puisqu'on est sur le traitement de la donnée. Hop, je suis sous le mauvais bouton. Donc ici, on a posé la question à nos startups sur l'accessibilité de l'IA. Je vais plutôt aller sur la dernière étude et on va aller très vite là-dessus. On a fait une étude sur l'IA générative et les enjeux d'industrialisation de l'IA générative aujourd'hui pour les institutions financières. Donc, on a identifié 4 axes. Le premier, c'est la création et la maîtrise de la valeur par l'IA. Et donc, l'enjeu ici est vraiment d'identifier les projets à l'intérieur de l'entreprise qui vont bénéficier d'une forte valeur ajoutée et de ne pas se disperser sur des projets qui vont être, on va dire, mineurs ou plus difficiles à mettre en place. Donc, chercher des quick wins avec l'IA, ça, c'est des stratégies qui sont recommandées. La partie durabilité et responsabilité de l'IA, très important. Donc, à la fois avec l'impact carbone de l'IA, mais aussi le côté éthique. Donc, comment l'IA répond à un certain nombre de critères éthiques. Et inversement, évidemment, l'IA est un outil pour répondre aux enjeux ESG et être finalement dans une démarche de durabilité. Troisième grand enjeu, c'est l'acculturation et la transformation culturelle. Donc, l'IA ne s'intègre pas sans un processus entier d'entreprise qui intègre notamment les RH, qui vont pouvoir accompagner cette transformation qui est humaine et donc qui va permettre finalement de lever les freins. Il y a toujours des personnes qui sont réticentes et qui voient ça comme une menace. Donc c'est très important d'intégrer l'aspect humain dans la transformation générée par l'IA. Et donc enfin la gouvernance, la réglementation et la gestion des risques. Donc là, une gouvernance solide, c'est évidemment très important. Très important que finalement les équipes et les experts comprennent le cadre réglementaire, notamment actuellement c'est l'IA Act, mais cette compréhension permet aussi de pouvoir intégrer la transformation au sein des entreprises. On parle bien sûr des défis éthiques, puisque l'usage de l'IA il est de plus en plus étendu, il est de plus en plus aussi en front avec le client, donc c'est très important d'avoir un usage éthique de l'IA. On a un certain nombre de recommandations pour la place, pour pouvoir réussir son passage à l'échelle. Cette étude elle est disponible sur le site de Finance Innovation. Dans Actualité, vous verrez, elle est disponible. Mais très rapidement, mettre en place une stratégie de priorisation claire et orientée sur la valeur, ce que je disais au départ. La gouvernance et la gestion des risques avec l'IA, notamment la gouvernance de la donnée, qui est un enjeu vraiment clé. Optimiser les infrastructures et l'efficacité énergétique. Donc là, on est sur la question de l'impact. Acculturer et former les équipes à l'IA, tout l'accompagnement humain. Il n'y a pas de projet IA qui réussit sans un accompagnement humain. Et donc sécuriser l'expertise et attirer les talents IA. Là, c'est très aussi sur l'aspect humain, mais c'est aussi un aspect aussi d'attractivité et de marque employeur. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai déjà dépassé, le temps est passé très très vite. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien, merci à tous et n'hésitez pas si vous avez des sujets.